La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. On s'en va maintenant avec Sébastien Bordelot. Bien content d'avoir la chance d'y parler. Une histoire qu'on connaît peut-être moins, mais tabarouette, il y a un méchant parcours. Des histoires, d'après moi, qui vont intéresser beaucoup de personnes. Une famille de hockey, genre du jaser, tout ça. Puis ça tombe bien pareil. C'est un gars qui est encore dans la Ligue nationale, qui est directeur du développement des attaquants chez les Prédateurs de Nashville. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à dire aujourd'hui sur la situation du changement d'entraîneur avec les Canadiens. Sébastien Bordelot, comment ça va? Salut les boys, ça va Salut super bien, vous Sébastien. autres? Ça va, ça va. J'ai un petit peu mal à mon choix là, de Régent. Là. Il est-tu drôle, lui, hein? Non, c'est un méchant moineau, ça. Mais je vois, je sais pas si t'as mal camouflé ton décor, mais une petite bouteille de quelque chose à ta droite. Ah là. ouais, non, j'en ai amené quelques-unes. Là. J'en ai une là que je suis en train de finir de me faire mon petit Back Forest Mule. Mon petit chum Mac qui m'a fourni un petit peu de Cherry River, la région de Magog Offord. Fait que, il y en a au sirop d'érable, mais là, celle-là, je vais la laisser un petit peu de côté. Puis tantôt, on a goûté un gin, moi et ma femme. Fait que, ça, c'était pas mal bon. Puis il m'a donné un petit package matin. Puis j'ai goûté au seltzer aussi tantôt. Fait que je fais un petit mix, là. C'est bon, c'est une bonne petite promo, j'aime ça. Il est réchauffé, c'est ça, une coupe de drink de même, on se sent bien. Lui aussi. Un peu de Pepsi, c'est tout le temps là qu'on est meilleurs, les boys. On va être fort à soir, on va être fort. On va battre Régent, d'après moi. Ouais, on va Régent. Parle-nous un peu, on n'a pas le choix, tu es encore impliqué dans la Ligue nationale, tu as travaillé pour le Canadien, puis tu as vécu des congédiements ou tu as vu des entraîneurs congédiés dans ta jeunesse de par le travail de ton père Paulin avec le Canadien, le Lightning. Mais c'est tes premiers commentaires sur justement ce congédiement-là. Ben moi, Claude, il m'a coaché ma dernière année junior. C'est l'assistant coach avec les Olympiques de Hull. Quand il commençait, c'était sa première année. Fait que, j'ai toujours une super belle relation avec Claude. Il m'a beaucoup aidé, moi, ma dernière année junior. J'avais eu des années correctes, 16, 17, 18, mais quand Robert Mongrain et Claude Julien sont arrivés, ils m'ont vraiment bien encadré, ils m'ont nommé capitaine, puis ils m'ont propulsé vers une super belle saison avant que je devienne pro à 20 ans. J'ai toute une belle relation avec Claude. Évidemment, avec les années, on s'est un petit peu perdu de vue. Moi, j'avais commencé ma carrière professionnelle. Il avait continué junior, puis après ça, il gravait les échelons. Je trouve ça un peu triste pour lui, mais je pense qu'avec tous les moves que Burge a fait cet été, ça a mis l'équipe dans une situation un petit peu plus de pression. Ils ont eu un super bon début, fait que ça a permis à tout le monde de rêver. Puis là, avec le petit down qu'ils ont eu sur une saison écourtée, il y a peut-être des gens qui sentaient la soupe chaude. Fait que le coach est tout le temps facile à changer. Est-ce que c'est entièrement de sa faute? Je pense pas. Est-ce que c'est les joueurs ont la part de blanc un peu? Je pense que oui aussi. Tout ça combiné, fait que c'est ça. Il y en a un qui paye le prix. Moi, Sébastien, je veux qu'on parle du début dans ton cas. Là. Tu viens d'une famille de hockey. C'était comment pour un jeune homme qui joue au hockey comme tous les Québécois, mais ton père est dans le monde du hockey, puis il connaît ça, puis tout ça. Comment ça se passait à tes débuts? Ben, tu sais, parce que moi, je suis né à Vancouver. J'ai resté là 2 ans. Tu n'as aucune idée, là, de 0 à 2. Après ça, déménagé à Québec, puis joué pour les Nordiques dans la Ligue mondiale. Encore là, de 2 à 5 ans. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. On est arrivé à Tours, en France. Après, j'ai commencé à jouer là-bas au hockey. J'ai commencé à mettre les patins là. Je ne peux pas dire vraiment que je me rappelle de quoi que ce soit là-bas. Mais c'est plus après ça, quand on est arrivé à Megève, l'année suivante, on a fait 1 an à Tours. On revenait les étés en Abitibi. Après ça, on est arrivé à Megève. Puis là, j'ai commencé vraiment à m'impliquer à jouer au hockey mineur là-bas. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui jouent là-bas. Fait que tu joues, si tu es un bon joueur, j'avais 2-3 chums avec qui je jouais, on jouait des fois sur 3 niveaux. Pour être capable d'avoir du bon temps de glace ou avoir plus de glace. Fait que, je passais mon temps à l'aréna. Megève, c'est un village de ski. C'est un village hyper touristique en hiver. Les villageois, c'est 5000 habitants. Mais en hiver, ça fait monter des fois 30, 40, des fois plus, 40 000 personnes. Parce que c'est vraiment une station très, très huppée de ski. Donc, moi, je passais mon temps sur la glace ou sur les pistes de ski. Je devais aller à l'école aussi, évidemment.
Mais c'est vraiment, j'étais un environnement génial pour grandir. Puis ton père joue au hockey, fait que tu vas faire comme ton père. Puis j'ai pris goût à ça. Mes amis étaient dans le hockey. Fait que, on est resté là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans avant de revenir à Terrebonne. Puis après ça, c'est ça, là, tu dis, tu es là-bas, ton père, il jouait encore dans ces années-là? Oui, on est allé, quand mon père est parti les Nordiques, des années 80, de 80 à 88, il a joué là-bas. Fait que moi, j'ai vu ça. Puis après ça, il s'est lancé dans le coaching et qui a commencé. Oui, c'est ça. On est revenu ici. On est revenu en 88, puis là, il voulait coacher, puis il est tombé en coach en chef du Titan de Laval, avec Donald Odette, Denis Chelfou, Gino Gick, qui d'autre? Il y avait Éric Dubois. Breezer était là. Ça a été la première année à mon père, puis ils ont gagné la Coupe du Président cette année-là. Ils ont fait la Coupe Mémorial. Puis après ça, évidemment, ils arrivent, ils ont de la pression, ils gagnent. C'était la famille Morissette qui avait donné l'opportunité à mon père de coacher. Puis la deuxième année, ben, ils ont eu un petit peu moins de succès en commençant. Puis la famille Morissette sont pas très patients. Fait qu'il a perdu sa job à Noël, je pense, ou dans ces eaux-là. Puis après ça, il a continué à faire son bout de chemin. Il s'est retrouvé à finir la saison avec Halifax, le club d'école des Nordiques. Puis pendant ce temps-là, moi, je faisais mon bout de chemin. Là. Moi, j'avais commencé Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget 3A. Ça, c'est mes 3 premières années. Puis après ça, je suis parti, je me suis fait repêcher par les Olympiques de Hull. Ça a été quand même assez vite, de 13 ans à 16 ans pour passer junior. Là. Puis c'est quand même exceptionnel. Tu sais, on se fait tout coacher par nos pères dans le monde du hockey. Mais toi, tu t'es fait coacher par ton père dans la Ligue américaine de hockey, je ne me trompe pas. Il ne m'avait jamais coaché, moi. Il ne m'avait jamais coaché avant, sauf là. Fait que je te dirais que oui, ça a été un ajustement. J'ai toujours été assez près de mes parents, près de mon père, parce que évidemment, je parlais beaucoup de hockey, je demandais des conseils, je demandais différentes choses. Mes 2 oncles aussi ont joué à la Ligue nationale. Mon père et ses 2 oncles, c'est facile de jaser avec eux. C'est vraiment toutes les situations, ils sont arrivés. Là, ils sont partis, eux autres, à 14 ans de Rouen-Noranda. Mon père était à Thetford. Après ça, il est parti à jouer pour les Leafs, les Marlies de Toronto. Plein d'histoires. Non, il ne m'avait jamais vraiment coaché. Puis quand je suis arrivé pro, ça a été assez tough, je te dirais. Parce que j'ai eu une grosse année de 19 ans. Puis j'arrive dans la Ligue américaine, puis ça va être la progression normale. Ça devrait être bien correct. Puis j'ai pas eu un bon début. Fait que mon père, sa job, c'est de développer les prospects, puis les envoyer vers la Ligue nationale. Fait qu'il me rentrait dedans, puis il faisait ce qu'il avait à faire pour que je me grouille les fesses. Puis moi, je pense qu'il n'a rien fait de différent qu'il faisait avec d'autres joueurs, mais moi, je le prenais plus personnel. C'est bon. Ce côté-là, c'était un petit peu un ajustement qu'il fallait que je fasse parce qu'il ne m'avait jamais coaché. C'était la première fois qu'on vivait ces émotions-là. Il me l'a dit par après que ça a toujours été difficile pour lui de faire ça parce que je suis son fils. Mais en même temps, il dit, moi, je voulais que tu te rendes dans la Ligue nationale. Je sais que ça prend que tu te rendes dans la Ligue nationale. Fais ce que je te dis. C'était un peu ça. Puis tellement que même des fois, j'appelais Mom puis je disais hey, Mom, ça va? Elle dit oui, toi, oui, ça va. Père, es-tu à la maison? Non, OK, je m'en viens. Si c'est ta maison, je ne veux pas le voir. je le voyais assez à l'aréna, fait que c'était comme c'est beau. Puis c'était parti comment, ça, par tes coéquipiers? Écoute, quand j'ai fini ma saison de 19 ans, j'étais arrivé, ils nous ont appelé dans les playoffs, Fredericton, moi et Théo. Puis, il était dans les playoffs, il était en finale contre Albany. Puis là, je pense qu'il perdait 3-0, 2 ou 3-0 dans les playoffs. Je pense que c'est 2-0. Je pense qu'il a perdu 2 premières à Albany. Puis on venait d'arriver, puis là, mon père, il nous a mis dans le line-up, moi et Théo. On a joué. Fait que, mais avant la game, il a dit, la première, pas avant la game, avant la journée de la pratique, quand on est arrivé, il a dit, bon, ben, il y a un éléphant dans le vestiaire, on va s'entendre, mon gars, il est là, mais vous pouvez être sûr d'une chose, qu'il n'y a aucun passe-droit. Puis si jamais il y a quelque chose que vous voyez, que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, venez me voir, puis on va régler ça, mais ça me surprendrait. Puis il y en a comme de fait, là, je veux dire, mon père, je pense qu'il était plus dur avec moi que d'autres par moment, parce qu'il connaissait mon potentiel plus, puis il voulait vraiment, il avait à cœur mon succès. Je ne dis pas qu'il n'avait pas à cœur le succès des autres, mais
c'est ton enfant. Ton puis, gars, c'est sûr. Ben oui. Il me connaît, c'est lui qui m'a aidé à me développer à travers tout mon hockey mineur. Fait que, non, ça a été. Mais après ça, je me suis grillé le cul, puis je voulais décrisser de là. Fait que c'est une bonne raison pour monter à Montréal. La bonne réponse. Pour les gens, je veux que tu nous amènes dans justement ça, c'est après le repêchage, mais tu te fais drafter, je pense que c'est 3e ronde, si je ne me trompe pas, avec le Canadien de Montréal. Parle-nous de cette journée-là. Parle-nous de justement les rencontres avant. Comment ça s'est passé? J'adore le vert. Comment ça s'est passé? Puis tout cet événement-là du repêchage. Ben, écoute, à l'époque, je ne sais pas si vous autres, c'est encore la main quand vous êtes repêchés. J'étais un petit peu plus vieux que vous. Là, pas mal plus de cheveux. Pas tant que ça, pardon. Mais casquette, moi. Mais le repêchage, c'était le samedi. Puis c'est toute la journée. Tu avais la première ronde le matin, puis après ça, tu avais une break, puis après ça, c'est tout le reste. Puis on arrivait dans la ville du repêchage. Moi, c'était à Québec. On est arrivé là le mercredi, puis normalement, tu rencontres des équipes. Il y avait quelques contacts par téléphone, mais tout se faisait 3-4 jours avant le draft. Puis moi, j'avais parlé pratiquement à toutes les équipes, mais je sentais que Chicago et Détroit étaient vraiment high. J'avais un bon feeling. Puis je n'avais pas parlé avec les Canadiens du tout. Fait que, quand tu arrives là, évidemment, moi, je n'avais pas une super saison à 17 ans. J'avais une meilleure saison à 16 ans. J'ai scoré 26 buts, je pense, à 16 ans. Puis à 17 ans, j'ai scoré 17. Fait que j'étais listé haut. Puis je suis vraiment sorti plus haut. Mon année de 17 ans n'a pas été bonne. Fait que j'ai baissé vraiment au draft ou monté. Puis, mais c'est quand même été un bel événement. Je veux dire, tu sais, quand là, le Canadien, mon père ne savait même pas, mais c'est André Boudria, il dit, parce que mon père et André Boudria, ça remontait à longtemps. Ils ont joué ensemble à Vancouver. Puis c'était des bons chums. Puis je ne sais pas pourquoi, mais André Boudria appelle mon père Joe. Fait que, ils sont assis à la table, puis il donne un coup. Mon père s'appelle Paulin Bordelot. Ouais. Il l'appelle Joe. Il l'appelle Joe. Je ne sais pas pourquoi. Fait que, il donne un coup à mon père. Il dit, Joe, il dit, prépare-toi. Mon père, il est là, attends, prépare-toi, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je ne me souviens plus si c'était Jacques Demers ou pas Jacques Demers, Serge Savard qui a nommé mon nom au micro. Fait que là, c'était Claudine qui commençait dans le temps, qui est venue me chercher. Claudine Crépin, qui est encore là aujourd'hui, qui est venue me chercher et qui m'a amené à la table. Fait que c'était un bon moment. C'était un bon moment parce que, je veux dire, tu sais, peu importe, c'est sûr que tu veux tout le temps sortir le plus haut possible, mais l'important, je pense, c'est que tu sors, puisqu'après ça, c'est une page blanche, puis qu'est-ce que tu fais après, là, tu sais. Oui, ça va être le même départ pour tout le monde. Peu importe, peut-être les choix de première ronde, il y a un petit peu... Il y a un petit peu plus de chance, un peu plus de vie, puisque leur valeur reste, tu sais, s'ils ont un certain potentiel, mais quand même, je veux dire, quand tu arrives sur la glace, il faut que tu fasses la job. Exact. Puis là, toi, en plus, là, pour le monde qui ne sait pas, tu fais ça maintenant, tu aides dans le développement des jeunes avec les prédateurs. Comment ça se passe, ça? Surtout en pandémie, ça ne doit pas être facile cette année. Je regarde des games en tabarouette, je vais dire. Parce que j'ai 10 joueurs qui jouent. J'en ai 8 qui jouent dans le collège américain, puis j'en ai 2 qui jouent en Europe. Fait que, ils jouent presque tous 2 matchs par week-end. Puis à Nashville, on a un gars qui fait des vidéos amateurs, qui fait juste ça, qui m'envoie les chiffres de tous mes joueurs d'attaque, à chaque fois qu'ils jouent une game. Fait que je ne suis pas tenu de regarder tout le match, parce qu'à un moment donné, ils ne changeront pas d'une game à l'autre, tant que ça. Là. Mais je regarde, je veux dire, au moins une game par week-end de chaque joueur, des fois 2. Des fois, je vais clipper le chiffre, puis je les envoie, on travaille certaines choses, des choses qui sont positives ou des choses que j'aime moins, pour qu'on continue à se développer. On fait un zoom ensemble, puis on en discute. T'sais, aujourd'hui, c'est ça la réalité là, depuis un an. Là, fait qu'on s'est développé des façons de communiquer avec nos joueurs le plus possible. Puis, tu vois, au début, quand personne jouait, on avait monté toute une banque de skills ou des habitudes que mettons, les bons joueurs de la Ligue nationale font, que ce soit les bons joueurs qui sont avec nous autres à Nashville ou les bons joueurs qui sont ailleurs, que ce soit Sid Crosby qui protège la rondelle, que ce soit Jonathan Marchessault, qui pour un gars 5 et 10, il gagne 85% de ses bagarres 1 contre 1. Comment il fait? Des choses de même. Fait qu'on construit tout. Fait qu'après ça, quand il y a des moments que je vois que mon joueur a de la misère dans certaines choses, ben on envoie des clips, puis on en jase. Puis, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est sûr que j'aime beaucoup être sur la glace avec mes joueurs l'été ou quand le développement ou même
Les gars de collège, j'en ai pas le droit. Les gars de junior, je peux embarquer avec eux autres puis montrer plus hands-on. La partie vidéo est le fun, mais c'est comme un exemple. On a un joueur russe qui jouait à Windsor, puis il ne comprenait pas ce que je voulais dire sur le forecheck, bien bouger ses patins, puis vraiment aller comme un missile, puis pression. Lui, il allait sur le gars, mais il glissait un petit peu, puis il fallait que j'embarque sur la glace, qu'il comprenne. Il fallait que j'y monte sur la glace. Je garde. Toi, tu fais ça, je veux ça. Ah, OK, ouais, ça a du sens, là. Mais c'est un jeune qui n'a jamais vraiment été coaché. Il est parti de la Russie à 17 ans, à 15 ans. Il est arrivé, il jouait pour Honey Bake. Après ça, il se fait drafter par Muskegon. Là, il fait 2 ans à Muskegon. Nous autres, on draft à Nashville. Ça va me dire, il n'a jamais vraiment été coaché et dirigé. Fait que c'est pour ça qu'on passe du temps comme ça avec certains joueurs. Puis j'aime bien ça. C'est vraiment le fun. C'est qui le joueur qui est aujourd'hui dans la Ligue nationale que tu dis, lui, je pense que tu as aimé le plus travailler avec aujourd'hui qui a un impact dans la Ligue nationale? Ben, je veux dire, je peux pas dire que j'ai vraiment. Joey Berdo, j'ai bien aimé ça. Il y a une couple d'années, Joey m'a appelé, il dit j'aimerais voir ça travailler avec toi, ça a l'air que tu es bon dans ce que tu fais. Puis j'ai adoré comment il a approché ça. Il dit j'ai un gros contrat en ce moment, ça va quand même assez bien, mais je veux en signer un autre, puis je veux avoir du succès, puis je veux continuer à me développer, je veux continuer à m'améliorer. Fait que déjà là, je suis OK, wow. C'est ça. Chapeau, parce que je veux dire, c'est pas tout le monde. Parce que j'ai travaillé avec plusieurs gars dans la Ligue nationale, puis s'il y a des choses souvent qu'il n'était pas capable de faire, il était un petit peu trop cool for school, puis il ne voulait pas le faire. Ah, it's okay, I don't need that, or, c'est bien beau. Fait que ça, je trouve ça plate pour eux, parce que je veux dire, si tu te limites dans tes choses à toi, c'est. Anyway. Fait qu'avec Joe, j'ai trouvé ça le fun, puis je pense qu'il arrivait d'une saison de 80 quelques points, puis j'ai dit à Joe, je dis, on travaille tes outside edge, on travaille tes affaires. Ton hockey, je le trouve court un peu parce que certains lancers, tu peux t'es pas capable d'avoir le bon leverage, tout ça. Fait qu'on a travaillé certaines choses, puis écoute, je te dirais qu'il était, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était généreux dans son ouverture d'esprit, parce qu'il essayait, puis il me faisait confiance, puis il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Fait que pour moi, je trouvais ça vraiment cool. Là. Il y a d'autres joueurs avec qui j'ai travaillé, mais je te dirais, lui, il était vraiment. Tu sais, il y avait déjà un certain succès, il aurait bien pu dire yeah, whatever, buddy. Tu sais, parce que j'ai pas jamais fait le salaire qu'il fait dans la Ligue nationale. J'ai pas eu ses stats, tout ça, mais je peux y amener d'autres choses, par exemple. Hey Sébastien, je vais te donner mon numéro. Tu peux-tu m'appeler v'là 15 ans? ça marche ça? Ça serait quoi, ça serait quoi la faiblesse que tu vois chez les jeunes d'aujourd'hui? Tu sais, comparativement à notre époque où c'était un peu plus cru, le hockey, à cette heure, ils travaillent sur tous les détails. Là. Y a-t-il une faiblesse que tu vois que c'est comme toujours des. Dans les YouTube skills qu'on voit partout, que tout le monde, tous les skills coach qui existent à travers la planète en ce moment, moi, ce que je déplore un peu, c'est magnifique que le développement individuel est de mieux en mieux, mais des fois, on regarde un joueur sur la glace, on le voit faire quelque chose, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Il n'a même pas besoin de faire ça. Fait ils font c'est comme si dans la game, ils faisaient un drill de skills qu'ils ont pratiqué dans la pratique. Il n'y a plus de game situation. Tu sais, ils en font passer ou ils n'utilisent pas les skills qu'ils ont pratiqués au bon moment. Mm-hmm. C'est ça qui est super important pour les jeunes coachs qui sont dans le développement, d'inculquer les skills au bon moment. Quand faire, mettons, un puck protection, c'est drôle à dire, mais tu sais, moi, depuis que j'ai commencé en 2012 à faire ça, ce que j'ai réalisé le plus, là, c'est que beaucoup de monde faisait du overstick handling, qui dribble bien trop pour rien. Mm-hmm. C'est plus un placement de rondelle que tu veux faire. Un Patrick Kane de ce monde, puis un Nathan McKinnon qui vont à 100 000 à l'heure avec la main, puis le pied, puis le puck, il y en a 2 dans le monde. Les autres, là, c'est du placement de rondelle. Pour moi, le meilleur exemple que je peux dire, c'est Pavel Datsyuk. Jamais qu'il driblait le puck à 100 000 à l'heure, mais c'était un gars qui avait des mains, qui avait des moves. C'est un petit peu ça. Fait que moi, ce que j'enseigne beaucoup, c'est de dribbler, mais au bon moment. Puis si tu es capable de ne pas dribbler. Je suis tombé sur des clips il y a quelques années, puis j'en revenais pas. Je m'étais vraiment attardé à ça. Brett Hall. Brett Hall, on savait que c'était un shooter. Okay, on le sait. Mais je n'avais jamais remarqué comment il débrillait. Jamais. Il sortait du coin, là, puis il était loadé. Puis à la dernière seconde, il lâchait. Mais jamais qu'il driblait parce qu'il voulait tout le temps avoir les yeux pour savoir ce qui se passait au bon moment. Puis plus tu dribbles, plus tu regardes le puck.
C'est toutes des choses en même que moi, je te dirais, Max, qui est une grosse faiblesse en ce moment, c'est quand utiliser les skills nécessaires. Puis ça doit avoir rapport parce qu'à cette heure, les jeunes, ils ont toutes les skills. Fait que t'en as comme trop à choisir. Là, tu fais juste piger dans les skills, tu oublies, comme Guillaume dit, le game situation. Puis quand les prendre, c'est vrai pareil. Tous les jeunes veulent être comme McKinnon, ils veulent tous dribbler, mais c'est pas tout le monde qui est McKinnon, c'est ça? C'est vrai que j'avais pas le patin. Non, mais avant d'apprendre à courir, tu as appris à marcher. Mais même tu étais à 4 pattes. Quand tu étais un enfant, tu étais à 4 pattes, après ça, tu as marché, après ça, tu as appris à courir, après ça, tu as appris à patiner. Mais c'est la même affaire dans le hockey. Il faut que tu ailles au-dessus de la chaîne des événements. Si tu vas trop vite, à un moment donné, moi, je pense que c'est important de développer ses habiletés à un jeune âge parce que la game est lente. Puis tu es sur un grand rond de glace en tant qu'un petit bambino. Là, OK? Mm-hmm. Fait que la game est lente, mais si tu es capable de bien développer tes habiletés à un jeune âge, puis tu n'as pas à te concentrer sur comment dribbler, comment patiner, tu peux absorber toute la game, puis voir les autres sont où, qu'est-ce qui se passe. Puis là, plus que tu vieillis, là, la game est de plus en plus rapide. Là, tu as moins en moins de temps. Mais tu es déjà en contrôle de tes choses à toi, ton patin, tes passes, tes lancers, ton maniement. Fait que c'est le meilleur conseil que je donne aux... Fait que le fameux 7 à 12 ans que nos coachs, sans rien leur enlever, là, que c'est là qu'on a le plus de coachs bénévoles en jeans, que c'est des parents dans le 7 à 12 ans. C'est là, pareil, le moment le plus important, le critique. C'est le moment le plus important. Thomas est revenu de la Suisse à 10 ans. Puis là-bas, il jouait bord en bord jusqu'à Pee-Wee. Tu veux dire largeur? En largeur, oui. Excuse-moi, en largeur, pas en longueur. Jusqu'à Pee-Wee, il joue en largeur. Au début, je suis comme, OK, c'est bizarre un peu, mais tu sais quoi? Ils jouaient 4 contre 4 en largeur. Okay? Ils sont tout le temps en situation de développer leurs propres skills. Ils sont tout le temps en situation de protection de rondelles. Mm-hmm. Il y a un buzzer. Pour les changements, c'est un buzzer. Puis c'était des petits coussins là, qui mettaient sur la glace. Là. Tu sautais par-dessus ça pour aller changer. Fait que c'était... Il n'y a pas de question. Là. C'était 1, 2, 3, 4, ça roulait, puis il touchait le puck tout le temps. Puis là, puis oui, après ça, tu commences à embarquer dans les grandes glaces. Puis là, il y a un peu plus de positionnement, puis ci, puis ça. Mais pour moi, écoute, quand je suis revenu, je commençais à m'impliquer avec Hockey Canada, puis ça, puis ils me demandaient comment on peut inculquer, de développer plus des skills chez les jeunes. J'ai arrêté de vous casser le basic. Faites-les jouer en largeur. C'est bien plus simple. Ça ne prend pas la tête à Papineau, puis ils vont être eux-mêmes dans des instincts de développement parce que ça va être des espaces restreints, puis ainsi de suite. Puis ça a pris quelques années avant que tout le monde s'assimile, parce que quand j'ai fait ce meeting-là, c'était devant toutes les provinces, tous les chefs des provinces. Il y avait moi puis Dominique Pétis, puis on était sur la même page de ce côté-là. Lui, il avait été joué à Zurich, puis il avait vu ce qui se passait en Suisse. Il m'a dit, on ne peut pas commencer à payer des skills coach à des petits gars de 6-7 ans. C'est pas tout le monde qui est capable. C'est pas toutes les villes, les réalités du hockey mineur. Faites-les jouer. Rendez ça obligatoire. Puis ça a été long. Mais je suis content, ils l'ont fait. Non, c'est vrai parce qu'au final, moi, je suis bien gros de l'école des skills. C'est des tips, c'est de l'espace restreint, c'est d'attaquer le filet en protection de rondelle. C'est bien plus ça que le skills de le toe drag en arrière de la jambe que tu te passes entre les patins qui est inutile, que tu ne feras jamais dans une game. Je comprends, c'est de l'amplitude de mouvement, là, mais tu n'es pas obligé d'en faire 5000 répétitions. Tu te concentres plus sur autre chose. Là, tu sais. Exactement. C'est bon. Puis ça en ce moment, tu es à Nashville, tu as gardé sûrement le vibe là-bas. Mais parle-moi de ton échange comme joueur à Nashville. Comment ça s'est passé? Oui, bien, tu sais, quand tu sais, à Montréal, quand tu commences comme jeune, moi, au centre, il y avait du trafic. Là. Il y avait Vincent Dalfous, Sakuko Evo, puis Turgeon. Fait que, c'est du trafic, ça. Fallait que je me réinvente un peu. Puis moi, puis Darcy Tucker, on est arrivé en même temps. Fait qu'il y avait une petite compétition à l'interne avec nous autres aussi. Après ça, je pense que Turge est parti. Puis là, Marc Bureau était là. On avait une belle gang de Québécois, c'est le fun. Mais tu sais, j'étais un peu le dépanneur de service. Là. Je jouais ça à 4, je ne jouais plus. Je jouais ça à 2, je ne jouais pas. À gauche, à droite. Hop, Sakou est blessé. Je jouais ça avec Shane Corson et Mark Recchi. Tu sais, je me promenais pas mal, puis c'est correct, j'étais un jeune, puis je commençais à faire mes marques dans la ligue. Puis là, le jeu est arrivé dans la ligue, il y a eu l'expansion, puis ils ont repêché Thomas Vokoun dans le draft, puis moi, ils m'ont changé, probablement contre une caisse de pop, et encore, je ne sais pas, je me souviens plus c'était quoi le trade, là. J'étais en Victoria, BC avec ma femme. Tu pour pas qu'il touche, tout a été donné.
ou trader pour pas qu'il touche à genre Popovich dans le draft? C'est ça une affaire de même? Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. C'était comme take that guy, là, je sais pas, là, mais non, ça se peut très bien. C'est ça, j'étais en Colombie-Britannique avec ma femme, elle avait un congrès de médecins là-bas, puis je me souviens, on marchait, on était sur le bord d'une falaise, puis Régent m'appelle, il dit « Ouais, Sébastien, t'es changé à Nashville, merci, puis bonne chance. » OK. Fait que c'est ça, mais non, ça a été toute une belle aventure d'arriver à Nashville, je te dirais, Max, parce qu'on était un petit peu les rejets de chaque équipe. Là. Ouais. Puis on avait tout quelque chose à prouver individuellement, puis on voulait le faire aussi en tant qu'équipe. On a failli faire les playoffs cette année-là. C'était vraiment on a vraiment devenu une belle équipe. Puis moi, j'avais une sacrée belle ligne. Je jouais avec Ville Peltonen puis Scott Walker. Puis les trois sur la ligne, on a eu 40 points cette année-là. Wow. Puis moi puis Scott Walker, on touchait 0 powerplay. Peltonen était sur powerplay un peu, mais moi puis Scott, on était premier piqué. On était un peu à la ligne checking line, si tu veux, puis on patinait, puis on était fatigant à jouer contre. Fait que ça a été vraiment une super belle année. Puis après ça, je me suis cassé le cou. Fait que, non, c'est ça. Puis je veux en venir à ça, de tes blessures, mais juste avant la transaction, je veux t'entendre parler. Tu as eu un premier match en Ligue nationale spécial avec le Canadien, je pense. Hein? Oui, bien, c'est drôle parce qu'un de mes chums me dit aujourd'hui, il dit bon, belle journée pour aller à la poche bleue. Claude Julien se fait éclairer. Je dis ben là, qu'est-ce que je te dis? C'est comme mon premier match en Ligue nationale. Mon premier match en Ligue nationale, ça a été le premier match du Canadien de Montréal au Colorado après l'échange de Patrick. Oh, wow. Fait que c'est assez passé sous silence, merci. Mon premier match en Ligue nationale. C'est comme, tu sais, évidemment, Canadien Patrick, puis tu avais peut-être une petite ligne en bas. By the way, Sébastien Bordeleau joue son premier match en Ligue nationale. Puis on n'est pas sûr du numéro qu'il va avoir. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Puis mon premier chiffre dans la Ligue nationale, c'est drôle parce que le face-off est en zone neutre en avant de notre banc. Puis là, évidemment, c'est Colorado qui a le dernier changement. Moi, j'embarque sur la glace. Je me souviens même plus qui jouait. Mais tout ce que je me souviens, c'est que Joe Sakic embarque, Peter Forsberg embarque, Milan Neduk embarque, je pense, ou Valérie Kaminski, je ne me souviens plus. À la défense, tu avais des gros canons aussi. Puis là, je vois mon Mario, c'est Mario Tremblay qui me coachait. Bourré, change! Fait que là, je suis là, je le regarde, puis là, dans ma tête, il me dit, ça va vite. Là, je dis, si je le perds, je peux rester sur la glace. Si je le gagne, il faut que je change. Et là, je dis, on verra bien. On verra ce qui va arriver. Finalement, je l'ai perdu. Fait que j'ai fait un chiffre de peut-être 30 secondes ou 20 secondes. Puis je t'avais changé. Ouais, c'était écœurant. Ça, c'est écœurant, ça. Quand t'es 3, 4e trio au début, puis le gros canon embarque l'autre bord, le coach, là, il te regarde, c'est comme si t'avais jamais patiné de ta vie. C'est comme, vite! Ça, c'est fatigant. Et puis Mario, il était intense. Il était animé. Ouais, c'est pas discret qu'il veut que tu changes, là. Non, c'est ça. C'est bon, man. Puis ton premier goal, c'est contre qui? C'est quand, ça? C'est contre Pat Lalime. Écoute, je suis pas bon dans les dates. Ah, toi aussi, t'as scoré Pat Lalime? Oui, Pat Lalime. Puis c'est contre Pittsburgh à Montréal. Malheureusement, c'était pas au Forum, parce que j'ai eu la chance de jouer au Forum, les gars. Oh, ouais. Mes premiers matchs à Montréal, c'était au Forum. Fait que ça, je suis content d'avoir vécu ça. C'est spécial, ça, ouais. C'est bon, Mazan. C'est vraiment bien. T'étais-tu là lors de l'événement quand ils ont fait la transition? Non, parce que j'ai juste joué 4 matchs ma première année. Je me suis blessé à Fredericton, mais j'ai joué 4 matchs à 20 ans à Montréal. Je me suis blessé après. C'était long que je revienne. Puis la transition s'est faite pendant tout ce temps-là. Puis moi, je suis revenu après. Je suis revenu après. Puis là, tu parlais, avec Guillaume, sorte l'anecdote, tu t'es cassé le cou, ça. Parle-nous de ça, parce que c'est assez dramatique, pareil. Ben oui, sur le coup, mais j'ai été chanceux dans la malchance. Écoute, on jouait contre les Kings, c'est l'avant-dernière game de la saison. Comme j'ai dit tantôt, j'avais une super belle année, ça allait bien. Puis je venais de scorer on jouait contre les Kings, puis j'avais shifté Sean O'Donnell. Il était assez gros, il était assez big, puis je l'avais shifté là. Puis je me souviens plus, je pense que c'était contre la Happy, le face-off, puis je passe la rondelle entre les jambes, je pars par en avant, puis je veux faire le même move contre Sean O'Donnell. Tu sais, moi, je ne suis pas très grand, mais je patinais bas, puis j'ai comme passé en dessous du bras la première fois que j'ai shifté. Mais le deuxième coup, il ne se passera pas. Fait que quand je me suis penché pour passer, il est comme arrivé par-dessus moi, puis il m'a cross-checké. La manière dont j'étais placé, toutes mes vertèbres étaient exposées. Fait que j'ai eu C5, C6 de fracturé. Puis, mais je tombais à terre, même il est tombé dessus.
Puis là, je suis là, ouf, pas mal. Mais là, je me suis relevé, je suis allé au banc, puis il restait peut-être 30 secondes à la période. Puis là, j'arrive au banc, puis tu sais, quand t'as mal, t'es comme penché un peu, tu t'accotes sur tes genoux, puis là, je suis là. Je voulais regarder le tableau, puis je n'étais pas capable. J'étais à côté sur mes genoux, puis fuck, qu'est-ce que t'as, le trainer, mais qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'ai mal au cou. Il me cross-checké, j'ai peut-être mon trap qui est tight ou je sais pas, tu sais. Fait que, il dit, OK, get out, there's only 20 seconds left. Fait qu'on s'en va en arrière. Puis là, je pense que ça venait de commencer il y a quelques années avant, que toutes les équipes nationales étaient tenues d'avoir des machines à rayon X dans l'aréna. Fait que l'orthopédiste, qui était sur le bord du banc, il s'en vient me voir. Il dit, OK, let's go over there. Puis je m'en vais prendre mon radio. Puis là, j'ai de la glace, puis je me bouge le cou à droite, à gauche, en haut, en bas, parce que je veux pas que ça vienne tête, tu sais. Tu dis, OK, je vais être correct pour la 2, tu sais. Ouais. Puis l'orthopédiste, il s'en vient en courant. Don't you stop moving. That's it, stop moving. Là, il amène la planche spinale, puis là, ils m'ont tapé là-dessus, puis là, ben, ça, c'était le début d'un long séjour sans hockey. Donc, là, j'étais à l'hôpital. Ils ont fait tous les tests, puis ils ont vu que bon, j'ai jamais perdu aucune sensation nulle part. Fait que, ça, c'était positif. Là, évidemment, ils donnent différents scénarios au niveau de la réhabilitation. Tu peux avoir un carcan pour 4 mois ou 6 mois, mais ça se peut que tu te fasses opérer après. Ça ne veut pas dire que ça va reprendre. Tu peux te faire opérer tout de suite, puis après ça, tu as une convalescence, puis peut-être que tu vas être correct après, mais on ne sait pas non plus. Mais on a opté pour l'opération, puis ça s'est bien passé, mais j'ai une histoire par ça, par exemple. J'ai une histoire avec ça. Alors, bon. Parce que ma blonde elle est en médecine, elle faisait sa résidence à Sherbrooke, puis elle venait juste de quitter Nashville, elle est arrivée à Sherbrooke. Puis là, je pense que c'est Joël Bouchard, Joël l'a appelé. Parce que moi, je restais avec Joël et Eric Fichot. Puis Joël l'appelle. Ça devait être beau. Elle s'en revient à Nashville, mais c'est Eric Fichot qui s'en va la chercher à l'aéroport. Mais Eric, je ne sais pas s'il vous l'a déjà dit, mais on va prendre une photo, moi, il habitait à Anjou, je pense. Je pense que c'était Anjou qui habitait avec ses parents. Ouais. Il n'avait jamais été au centre-ville tout seul en auto parce qu'il avait peur de se perdre à Montréal. OK? C'est lui qui s'en va chercher ma blonde à l'aéroport à Nashville. Ils ont fait les 3 hôpitaux de Nashville avant d'arriver à l'hôpital. Ma blonde a capoté. Fait que là, elle arrive à l'hôpital. Là, je suis comme pas listé, tu sais, vu qu'on est comme célébrité, entre guillemets, on est comme pas listé. Puis là, Fichot, il n'a aucune idée de ce que je suis. Là. Fait que là, fait que là, ma blonde a réussi à trouver. Fait que, c'était bien drôle parce que ma blonde était pas stressée, elle avait hâte de venir me voir. Puis le fiche qui a traîné à travers toute Nashville en faisant les 3 hôpitaux. Là. C'est n'importe quoi. Il n'a pas stressé le jeune. On dirait que je ne suis pas surpris. Tu sais, c'est comme. Puis justement, tu parles de fiche, tu parles de Joël Bouchard. Band de musique à Nashville, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ben écoute, Joël, avant que Fish y arrive, il y avait Dominique Roussel qui était avec nous autres. Dominique Roussel dans le camp d'entraînement, puis c'est un guitariste incroyable, Dom. Ah ouais? Écoute, il va écouter un solo de guitare à radio ou en musique, puis il va être 5 minutes après, il va être en train de le pratiquer, puis il va quasiment avoir fini. Fait wow. C'est assez hallucinant. Puis Joël, lui, c'est un triple de musique, il jouait du drum, puis toute l'équipe. Puis on avait une maison, moi j'étais dans la cave, les deux étaient en haut, puis ils me cassaient les oreilles avec leur musique, le Joël, le drum, puis l'autre, la guitare. Moi, Joël, moi, je suis pas un Joël artiste. sur le drum aussi. Moi, je suis pas un artiste, moi, je suis pas un musicien. Fait que, Joël nous disait tout le temps, hey, viens nous autres, là, viens chanter, ça nous aide quand je chante. Je ne sais pas chanter, moi, de quoi tu parles? Là, un moment donné, ils sont mis à. Dom, il pratiquait une chanson de YouTube. Ça, je connaissais ça, fait que genre, il va aller m'amuser avec les autres. Là, moi, je m'en vais, puis on fait ça 1 fois, 2 fois, tout ça. Joël, il était tellement content, il était excité, il aimait ça. Là, il disait à tout le monde qu'on avait un band. Fait que là, à Nashville, écoute, Music City, là, ça a parti en peur. Puis là, écoute, la première chose qu'on sait, c'est qu'on est dans des studios incroyables pour se pratiquer à s'enregistrer parce qu'on va faire un album. Après ça, il faut se pratiquer parce qu'on va faire un spectacle, un Black Tie Event.
Écoute, je te dis, là, non. ça finissait plus. Non, je te dis, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. On a fait 4 tours. Voyons donc. Sont où ces tonnes-là? Sont où ces tonnes-là? Je l'ai en bas dans mes affaires. Là. Faut que tu m'enregistres un petit faut que tu nous montres un bout. Le band, on l'avait appelé Offside. On a chanté Taking Care of Business. On a chanté Closing Time. On a chanté Sweet Home Alabama. Et puis une autre chanson country, Keep Your Hands to Yourself. Y a-t-il une vidéo de ça quelque part? On a une vidéo du spectacle à quelque part qu'on a fait au Black Tie Event. Tu aurais dû voir ça. Joël il arrive sur le stage avec des chandails, pas de manches. Moi, j'avais des pantalons en cuir. Hey, quelle catastrophe! Faut trouver cette vidéo-là qui est sérieux. Là. Connaissant Joël, il devait être intense. Là, genre, il était dedans. Puis là, c'est le fun. C'est vraiment une belle expérience. Mais moi, j'en ai pas vraiment profité autant que j'aurais aimé parce que j'étais en rehab après ma blessure au cou. Puis je faisais du training pour mon cou. Je faisais du training sur la glace. Je faisais du training dans le gym. Je me faisais masser. Puis après ça, on est en studio pour 4-5 heures des fois. C'est une belle expérience, mais accumulé avec la journée, j'étais brûlé. Je te dis. Là. C'est écœurant, ça. C'est toute beauté, ça. Les gars, les party guys. C'est écœurant, ça, man. Un band. C'est bon. Là, il y avait Darren Turcotte, parce que Dominique Roussel il a été échangé. Darren Turcotte, il est embarqué, il a joué de la guitare. Denis Lambert. Puis, non, c'est quand même. Ce qui était le fun, c'est que l'endroit qu'on pratiquait pour le spectacle, tu avais Tim McGraw, Faith Hill, Garth Brooks qui était dans une autre salle. Puis, tu pouvais les croiser dans le corridor comme si rien n'était. C'est comme. Faith Hill, Tim McGraw, The Offside. The Offside. N'importe quoi. C'était écœurant. Pour vrai, c'était écœurant. Hey, Sébastien, moi, de mon côté, une de mes dernières questions, c'est que bon. Dans ta famille, le père, le monde du hockey, toute la gang, puis toi, ben, c'était ton tour. T'as un fils, puis il est bon au hockey, puis ça fait partie de la famille, on continue. Comment ça se passe avec ton fils? T'as-tu appris les affaires de ton père que tu fais pas avec ton fils, que tu fais avec ton fils? Comment ça va de ce côté-là? Ben, honnêtement, oui, j'ai parlé à mon père aussi pour bien des affaires, même à ma mère par rapport à mon fils. Je veux dire, quand tu as un enfant, il n'y a pas vraiment toujours un guide qui va te dire quoi faire à chaque situation. Hein, fait que tu as besoin des fois d'aide. Puis non, écoute, par rapport à Thomas, il se développe bien comme joueur. Puis, tu sais, ça je disais hier avec un de mes chums, tu veux tout le temps que ton enfant il soit mieux que toi, qu'il ait un caractère plus tolérant, qu'il ait la même passion que toi, mais qu'il n'ait pas trop de punitions parce que toi, t'en pognais de l'eau, ou qu'il ait des meilleures habitudes que toi. On veut tout le temps que nos enfants soient meilleurs que nous. Là, fait que lui, il y a un chanteur dans son band. Je suis pas sûr de ça. Mais non, fait que je pense que ça a été. On a été vraiment privilégiés depuis qu'on était revenus. On a eu des belles organisations avec lesquelles Thomas a pu jouer. Les Pionniers de la Naudière, après ça a été les Conquérants, puis avec le Phoenix, Midget 3. Quand ils nous ont battus, là, ouais, c'est ça. Ronald, puis Paulin était là. Puis, c'est ça, ouais, c'est ça. Parle-en, vas-y, hein. Non, j'aime pas ça. Tu le sais, je le sais, c'est correct. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est ça. C'était 2 belles années pour nous en tant que famille. Non, je trouve pas ça bon. Eric, pas ça bon. Dire salut, petit Bordy. Non, puis c'est ça. Puis après ça, ben, c'est ça, vous avez vu les gars, j'ai pas été capable de me retrouver un poste régulier dans les nationales après mes blessures. Fait que je me suis retrouvé en Suisse, puis ça a été... Ouais, je vais en parler de la Suisse, mais j'ai une question sur ton gars. Je sais, pourquoi choisir le chemin du collège américain? Écoute, moi je pense que le hockey, c'est un développement à long terme. Puis c'est pas tout le monde qui, avec les 4 années juniors, ils vont être prêts. Il y en a que oui, il y en a que non. Thomas, il est né aux États-Unis. À travers ma dernière année en Amérique du Nord, quand j'ai fait mes 5 clubs. S'il est sorti quelque chose de positif de ça, c'est ça. Ouais. C'est que lui, il soit né à Houston. Avec le groupe CAA, on était en contact avec Jim Hughes, le père de Jack Hughes, Quinn Hughes, puis Luke qui s'en vient.
Il est allé passer du temps à s'entraîner avec eux à Toronto quand il avait 13 ou 14 ans. Puis, ben, je pense que Quinn Hughes, il s'en allait dans le programme. Thomas est exposé au programme américain à ce moment-là. Fait que ça a comme un peu piqué sa curiosité. Puis à travers ça, ben, il a tout le temps été curieux par rapport au collège américain, par rapport à une route alternative. Les juniors majeurs étaient ici, ils voyaient un petit peu c'était quoi, mais je pense qu'il était plus curieux d'aller vers les collèges américains. Fait que, puis là, avec mais malheureusement, tu ne sais pas où est-ce que tu fais. Tu es peut-être un bon joueur à Terrebonne, mais tu es un bon joueur au Québec, tu es un bon joueur aux États-Unis. Tu sais, la gang des 2002 aux États-Unis. Tu sais, si la gang des 2002 aux États-Unis, ça avait été la même que les 2001, là, avec Jack Hughes, Caulfield, Zegras et compagnie, Thomas, il n'aurait pas fait l'équipe probablement. Ça aurait été vraiment, vraiment tough. Les 2002, c'était d'autres choses. Il est arrivé là, puis il a fait sa place. En embarquant dans le programme, après ça, tu n'es pas tenu d'aller au collège américain. Tu fais ton 2 ans en US Program. Après ça, tu peux peut-être revenir junior. Il y en a qui vont jouer au HA, il y en a qui vont jouer dans le DOB, puis il y en a qui peuvent revenir au Québec. Mais Thomas, il décide d'aller vers Michigan. On a fait 10 universités, on les a toutes visitées là, parce que c'était un peu un monde inconnu. Là. Ouais. Puis, finalement, fait que tu dois être vraiment d'accord. On voit Pat Brisson qui dit qu'il est d'accord pour repousser le repêchage. Tu dois être d'accord là-dessus aussi. 100%. Ouais. 100%. Puis s'il y a un joueur exceptionnel qui est prêt avant, peut-être qu'ils vont faire une exception pour lui, puis ils vont dire, ben lui, on le met dans le tri parce qu'il est en train de brûler la ligue à 16, 17, 18 ans, puis on ne peut pas attendre une année de plus, il va perdre son temps. Mais je te dirais que oui. Ben, tu sais, parce qu'on l'a vécu pareil avec Austin Matthews, il est allé jouer en Suisse. À la limite, on peut faire ça, puis envoyer les gars en Europe, il y a du bon hockey là-bas, puis il reviendra un an après. Là. À la limite, c'est trop fort. Sauf qu'Austin Matthews, c'est une situation particulière. Il était coaché par un Canadien. Ouais. Si c'est coaché par un coach suisse, c'est d'autres choses. Ouais. Parce que je pense que Mark Crawford, il avait un petit agenda aussi. Là. Il dit, je vais t'aider à la Ligue nationale, mais... aide-moi aussi. Aide-moi aussi. Aide-moi où il parlait avec Pat ou avec le monde du hockey pour c'est un monde de contact. C'est tout simplement. Fait que tu parlais de ton expérience en Europe. Comment tu as aimé l'expérience en Europe, justement? Ça, là. Moi, on dit toujours on pourrait écrire un livre. Ma dernière équipe. Oui, mais ma dernière équipe, ça a été Phoenix. Fait que je finis l'année à Springfield. Je m'en vais. Là, ça a été terrible. Là, je sais que c'est peut-être pas dans mes notes ou dans mes stats, là, mais je me battais quasiment chaque game. C'était pas les vraies batailles, c'est sûr que c'est pas dans mes stats, là, mais quand j'étais à Springfield, je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Fâché. Non, j'étais pas content d'être là. Anyway, fait que j'arrive le 1er juillet, Phoenix, il ne me donne pas mon offre qualificative. Fait que je suis comme agent libre. Puis là, moi, j'étais avec Gilles dans ce temps-là, Gilles Lupien. Puis écoute, je m'entraînais à Sherbrooke, je restais là-bas, à Sherbrooke. Je m'entraînais avec Christian Dubé. Christian Dubé, il venait de faire 3 ans à Lugano. Fait que lui, il quittait Lugano et s'en allait à Berne. Fait que il me parlait tout le temps de la Suisse, puis ci, puis ça. Puis moi, je suis pas prêt. Quand il est parti de Lugano, le coach de Lugano m'a appelé et dit, je te veux. Christian Dubé, il part, je te veux. Ça, c'était au mois d'avril, je viens de revenir, je dis, non, je ne suis pas prêt à aller en Europe. Et je veux me donner une autre chance, je vais m'entraîner fort, je vais me gagner un contrat, ça ne me dérange pas, je vais bûcher, puis that's it. Fait que là, 15 juillet arrive, puis je suis comme, oh boy, OK, il n'y a pas personne qui a montré de l'intérêt, même pas pour une invitation ou quoi que ce soit. Probablement que les invitations seraient venues plus tard, là, mais finalement, l'importé qui était à Berne, c'est Derek Armstrong. Puis il venait de faire 1 an à Berne, puis il venait de signer avec les Kings. Il manquait un étranger à Berne. Et là, on est le 15 juillet. Et quand l'entraînement commence le 23 juillet. Fait que Christian, il appelle son président. Il dit, j'ai un importé que je m'entraîne avec. Il va être écœurant en Suisse. Je te le dis. Tu lui donnes 2 ans de contrat à tel argent. Il vient, je m'occupe du reste. Là, il me dit pas, Christian ne me le dit pas, là. Christian ne me le dit pas qu'il a appelé son président. Fait que le soir, on s'entraînait le matin au gym. Le soir, on joue dans la ligue Sherwood à Sherbrooke. Il dit, ouais, demain, tu vas avoir un offre de contrat, tu vas recevoir un fax, 2 ans de contrat, X salaire. J'ai tout négocié ça pour toi, là, tout va être correct. Tu t'en viens avec moi à Berne. De quoi tu parles? Là? Il dit, ouais, Derek Armstrong est parti, on a besoin d'un étranger. J'ai décidé que tu t'en viens jouer avec moi, puis c'est le même. Tu n'as pas de job, là, tu n'as pas rien. Et tu se mets t'emmener avec moi. Je suis comme, oh, ta minute, là. Tu me shakes un peu, là. Ma femme, elle vient d'accoucher. Thomas, il y a 5 mois, 6 mois, il est né en janvier.
on a un bébé naissant, là, OK, on part en Suisse, what the hell, OK? Fait que finalement, on est allé souper avec Christian et Julie. Là, ils nous ont dit un peu qu'est-ce qu'il en était, puis ils nous ont donné un peu les grandes lignes. Le lendemain matin, tabarnak, j'ai reçu le fax. Tu regardes le montant, tu dis, ben là, c'est ça ou j'ai rien? Tu sais, maintenant, un plus un, OK. J'aime ça, mais. On va l'essayer. J'ai chéri, j'ai ma blonde, je lui ai dit, go, on va essayer 1 an, puis on verra après. Fait que, j'ai juste changé un peu le contrat, qu'après 1 an, si je n'aimais pas ça, je dois partir. Fait que, finalement, je m'étais tellement entraîné fort cette année-là, parce que je voulais m'en aller, cet été-là, parce que je voulais aller nationale, que je suis arrivé là-bas, puis je pétais le feu. J'ai été premier scoreur de la Ligue jusqu'à Noël, ben, quasiment toute l'année, mais à Noël, j'étais le premier scoreur de la Ligue, puis ça allait super bien. Ils m'ont signé un 2 ans, puis écoute, 10 ans plus tard, j'étais là-bas. J'étais à Berne 7 ans, je suis l'étranger qui a eu le plus de points dans l'histoire de Berne. L'étranger qui a joué le plus longtemps à Berne, parce que Berne, tu as de la pression. C'est fou à Berne, c'est ça, pour que les gens comprennent. Là, c'est 14 000 personnes avec du feu, puis des drapeaux, puis 17, c'est ça? 17 000. 17 000, puis c'est comme Montréal, Berne. Je veux dire, les critiques, quand ça va bien, c'est le fun. Quand ça va pas bien, je pense que je ne comprenais pas tout au début, là, mais hey, les gars, mon premier match en Suisse. On est gâtés dans les nationales, ils font nos poches. Dans le vestiaire à Berne, le système de ventilation n'était pas super. Fait que tu mettais tes patins dans une autre chambre sur un rack de bottes à ski pour que les patins ils sèchent. Hey, moi, je suis tout excité. Première game en Suisse. Faut que tu amènes tes bâtons. Faut que tu amènes tes bâtons toi-même. Puis tout le kit. Je suis content. J'arrive à Lausanne. Pas de patins. Pas de patins, man. Et même pas une paire de spares, parce que mes spares n'étaient pas arrivés encore. Je donnais quoi à Christian? Je prends mes patins. Là, lui, il a juste hâte que je joue, parce que il m'a vanté long comme le bras. C'est lui qui m'amène là-bas, puis il a hâte que je performe, parce que tout le monde a hâte de le voir à bord de l'eau. Là. Fait que là, je prends les patins d'un autre gars. Ils sont trop petits. J'ai mal aux pieds. Je joue 2 périodes de même. Finalement, il y a quelqu'un qui a fait un aller-retour, parce que Lausanne-Berne, c'est 1 heure. Il m'a amené mes patins de la 3e période, premier chiffre en 3e période. Il y a un gars qui me cross-check dans le cou. Les fils se touchent. Je drop les gants et je le démonte. Mais je le démonte, j'ai juste bien pogné parce que j'ai pogné sa visière, mais ça a explosé son nez. Fait qu'il y a du sang partout. Là, on menait 5-2. OK, j'ai pogné 5 minutes, expulsion, 2 minutes. 700 piastres d'amende. 500 piastres d'amende. C'est 1200, Guillaume. 1200, c'est un. On perd la game. Et le président, il m'attend après la game. Parle en anglais. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on est? Monsieur, oublié tes patins, puis tu vas le bon de main. Je dis, ça va être mieux la prochaine fois. Hey, je n'étais pas gros dans mes shorts, là, Colin. Premier game, première impression. Ils sont intenses à la Berne. Après ça, je me suis surpris. après. Bon, quand tu es premier compteur, il l'oublie assez vite, hein? C'est bon. J'étais 7 ans à Berne. Puis je dirais que pour que les gens comprennent l'intensité des fans, là, après une game à Zug, les playoffs, on a perdu, puis on a fini genre 2e, puis on jouait contre le 7e, puis on a perdu dans les playoffs. Les fans nous ont empêchés le boss de sortir, puis ils nous pitchaient toutes sortes d'affaires dans le boss. Là. Ils ont pété les vitres du boss. Là. Nos fans. Puis ils demandaient qu'on sorte dehors un par un, puis ils voulaient nous crier des bêtises. Puis le président était déjà parti. Il est rentré sur Berne. Il était obligé de revenir pour calmer les fans. Il ne voulait pas me laisser partir. Il avait comme barricadé le boss. Ouais. C'est un classique. Hey, ça, c'est un classique à Lugano. Ce que je jouais à Lugano, c'est à tous les défaites sur la route. Ils nous attendent avec un feu, puis ils les battent de baseball. Puis... Sérieux? Bien expliqué. C'est carré, hein? C'est carré. C'est des passionnés. Mais justement, tu parles de dernière anecdote avant, après ça, on te pose la petite vite, mais dans tes débuts à Berne, tu as rentré dans un tram dans un sens unique. Ah, c'est pas. Ben, j'ai pas fait d'accident, mais tout est en allemand. Ah, tu comprends rien. Fait que, même les panneaux, je veux dire, les panneaux, les sens interdits, c'est pas les mêmes qu'ici. Ça me prendrait quasiment un cours de conduite pour comprendre, OK, ça, c'est-tu un one-way? C'est-tu un CD le passage? C'est quoi? Fait que, aucune idée. Puis Berne, c'est de la vieille ville, c'est vraiment étroit, les petites rues. Puis fait que tu te promènes là-dedans, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire.
moment donné, j'étais avec Christian. Je pense que la 2-3 premières journées qu'on est là. Je tourne là. Holy shit! Je te dis, la trame est à peu près à 20 pieds, là, puis il s'en vient, là, full tilt. Là. J'ai juste eu le temps de mettre les breaks, puis là, d'essayer de me reculer là, en arrière, une chance qu'il n'y avait personne. Un peu plus, je rentrais dans le tram là, solide. Là, parce qu'il roule quand même assez vite, le tram d'une station à l'autre. Là. Ça, c'est une belle histoire, mais la même journée, les gars, ça vous l'a élevé. À Berne, il y a une petite place. Il y a une ville, il y a une rivière qui passe dans la ville. Il y a quand même beaucoup de courant dans la rivière. Ça s'appelle. Puis il y a une petite plage. Pas une plage, mais c'est comme un espace gazon avec des piscines. Ça s'appelle Marzilly. Tu vas là, tu laisses ta serviette là, puis tu marches tout le long de la rivière. Mettons 15 minutes. Tu te lances dans la rivière, puis le courant te ramène à la case départ. On s'en va là. Puis là, je rencontre les deux autres étrangers pour la première fois. 2 Suédois. Hey, mourants. 2 speedos, tout tight. Moi, je suis là avec mes gros shorts normal, trunk. C'est la première fois que je rencontre les 2 Suédois. Les petits shorts, tout tight. Penche à gauche, penche à droite, les petits yeux bleus, tout bronzés, puis ils s'en viennent dans la main. C'est déporté, ouais. C'est catastrophe. On n'est pas habillés comme eux autres en Europe, là, ils s'habillent en tabarouette, on t'a dit. Dis là. Ah, mais les speedos, je le skip. T'as pas pris ça là-bas, non? Non. Ah, c'est bon. On voit, il y a tellement d'affaires en plus qu'on pourrait parler encore. On n'a même pas parlé de jouer. Ça me fait rire parce que ton gars, toi, tu es né à Vancouver, tu as habité un peu partout. Ton père est de Rouen. Ton gars est né à Houston. Il a joué pour les States. Toi, tu te retrouves que tu as double citoyenneté, tu as joué pour la France. C'est fucké pareil quand tu y penses, le monde du hockey. Tu sais, Max, c'est quoi tes 3 filles des citoyennetés? Suédoise, suisse puis américaine. Tu sais, c'est fucké pareil. Il y a 3 enfants de 3 pays différents. Mais représenter la France, ça a été quoi? Puis on l'a eu comme question du public. Oui. Écoute, j'ai quand même passé une grosse partie de ma vie là-bas. Je suis vraiment content de pouvoir aller à mon premier championnat du monde. J'ai une petite anecdote là-dessus. Puis, écoute, Arnaud, je m'excuse encore, là, mais je rentre dans le boss. Puis, nous autres, on vient de finir notre saison à Berne, on a gagné le championnat. On était là assez tard. Puis, le camp d'entraînement, il se fait à Paris avant d'aller en République tchèque. Je m'en vais rejoindre les gars à Paris, mais je ne connais pas beaucoup de monde en France. Tu sais, moi, je suis parti, j'avais 13 ans. Tu sais, puis, il y a quelques connaissances que je connais, mais sans plus, tu sais, Christo n'était pas là. Puis, je pense qu'il était dans les playoffs. Fait que je rentre dans le boss, puis, je rejoins l'équipe à l'aéroport d'Orly à Paris. Je suis arrivé un petit peu avant, fait que je les attends. Le boss, je rentre dans le boss, je m'assois à côté d'un gars. Je te jure, là. Parle, puis j'ai dit, fait que là, toi, t'es le trainer de quoi? Je suis pas le trainer, je suis le capitaine. Ah oui, il était pas. C'était un joueur, puis je trouvais juste qu'il avait l'air plus vieux, mais moi, j'étais pas jeune non plus, mais je pensais qu'il avait l'air vraiment plus vieux que moi. Je pensais que c'était un trainer. C'était un bon début, j'étais un beau malaise. Les gars vont même. Le capitaine, puis je pense que c'était un trainer. Mais non, mais c'était le fun, mais c'est quand même difficile parce que mon équipe de Berne, on était meilleur que l'équipe de France. Ah, c'est ça. On s'en va jouer contre des grosses équipes là-bas. Mais les gars étaient super. Puis on a vraiment, les gars, ils se donnent. Ils jouent vraiment pour la passion là-bas. La plupart des gars là-bas, ils ont un autre job là, parce que le salaire n'est pas assez haut. Fait que c'est vraiment des passionnés, c'est des bons gars. Puis j'ai vraiment eu du plaisir à vivre ces expériences-là. C'est juste que je ne l'ai pas fait plus que 2 fois parce que après la saison, on rentre au Québec. Chantal avait la chance avec sa job, elle pouvait prendre l'été off parce que Chantal a réussi à travailler là-bas. Fait que si je faisais le championnat du monde, mettons qu'on finissait la saison fin mars, début avril, parce qu'après Berne, j'étais à Bienne, puis là, c'était plus dur de faire les playoffs à Bienne. Fait que si tu finis plus de bonne heure, puis tu attends pour les championnats du monde qui sont fin mai, puis tu s'en vas au championnat du monde, tu arrives tard en maudit au Québec. Là. Pas d'été. Pour un mois. Fait que je l'ai fait 2 fois, le championnat du monde, puis après, à mes fins de saison, j'étais magané aussi. Là. J'ai mal dans les épaules, mal dans le dos. Fait que souvent, tu joues aux 2 jours blessé, puis mes épaules, mon épaule gauche, là, je suis obligé de me
shooter pour jouer, j'avais trop mal. Fait que quand la saison finissait, là, je suis comme. That's it. Ah non, c'est bon. Petites vacances au Québec. Ouais. C'est-tu le temps de la petite ville? Ouais, Lui, c'est là, la lui, petite- il a fait le tour du monde, là, les 4. J'ai hâte d'entendre son foursome de rêve. Ouais, c'est vrai. Foursome Pour de ça, rêve. j'écoute, ben honnêtement, comme j'ai bien aimé, Eric, qu'est-ce qu'il a dit, je trouve ça fun. Avec mes chums, avec mon père, mon frère, tu sais, des gens proches de moi, parce que, ben honnêtement, j'ai pas beaucoup de temps à jouer au golf. L'été, j'entraîne beaucoup mes gars, mes joueurs, puis je coach ma fille au soccer, fait que j'ai pas vraiment le temps de jouer au golf, mais jouer avec mon monde proche. Pas nécessairement juste des amis, mais ma famille, les gens qui sont près de moi et que j'apprécie, qu'on pourra passer le moment. Fait que ça, c'est mon foursome de rêve. C'est pas vraiment de. Pas besoin de. Le fla-fla. Puis ta rencontre la plus ouais. impressionnante dans ta carrière? J'ai bien aimé rencontrer Garth Brooks, je te dirais. Tabarnak. À Nashville, on était vraiment privilégiés parce que toute la country music scene, ils nous ont vraiment adoptés. Puis écoute, ils venaient chiller avec nous autres dans le salon des femmes après game. Wow. Dans le salon familial avec Alan Jackson. Puis Ah, wow, man. les Moi, Dixie Chicks. Ouais. Tout le monde. Vraiment, là, c'était assez exceptionnel. Tout ça. Écoute, Jimmy Buffett, il venait dans nos team party. Il venait dans nos team party, backyard, on faisait un feu, puis il venait là, puis il venait jouer de la guitare. C'est carré. Le monde ne réalise pas comment c'est gros le country aussi aux States. Ben, c'est la musique la plus écoutée en Amérique du Nord. C'est malade. Et nous autres, au Québec, c'est moins populaire. On a une station, là, mais partout au Canada, c'est presque country. Aux États-Unis, c'est ça. Hey, dans tout ce que tu as raconté à soir, là, c'est de ça que je suis jaloux. Ouais, mais Guy, veux-tu te rendre jaloux? Moi aussi, je l'ai rencontré, Garth Brooks. Hey, man. Alors, moi, je me suis déjà entraîné avec Kenny Chesney. Qui ça? Et c'est un des plus gros chanteurs. Ouais. C'est Garth Brooks, Kenny Chesney, juste en dessous. Là. C'est un top. C'est un top, Ah ça ouais. aussi. Là. Avec le Wild, j'étais blessé, puis il est venu, puis il me Attends, criait. t'as-tu dit que je me suis entraîné avec? Ouais, ben lui s'entraînait, moi j'étais à côté. Puis... Non, mais je faisais tu sais, les ropes, là. Puis lui, il était là, puis il me criait des phrases du film Rocky. Et moi, je connaissais pas le country. Je partais de Montréal. Si je connaissais pas cette musique-là, puis là, j'arrive dans le gym là-bas, puis là-bas, le gym était all open pour les invités, les gars qui faisaient des shows. Puis là, Chris, je suis là, puis ils me disent « Ah, Kenny Chesney est en show à soir. Je sais pas c'est qui. » Là, tu sais, je dis « Je vais aller m'acheter une guitare pour le faire signer. » Genre, je le connais pas, Carly, j'achèterai pas de guitare pour lui. Là, finalement, je suis dans le gym, je me retrouve, puis le gars, il est à côté de moi, puis il me criait des bêtises comme Mickey, il criait à Mickey. Rocky. T'as pas mal. Fait que là, je parle au gars le lendemain, je dis, ouais, je dis, Chris, Kenny Chesney était ici, puis il me criait les gars capotaient. T'es comme, ouais, on t'a vu, c'était bien malade. Genre, il me gueulait après, j'étais comme, va-t'en non, toi. C'est hâte en tabarouette, ça. Vieux chauve, là, qui avait son chapeau de cowboy parce qu'il n'y a pas de cheveux, là. Ouais, c'est ça. Hein, il a de l'air. Je savais qu'il perdait ses cheveux, mais on le voit pas souvent. Pas de Non, il est tout le temps son couvre-chef. All right, Sébastien. Hey, thank Merci you. beaucoup, Sébastien. Yes. Bien fin. Merci à vous, les gars. C'est Good super. job. Lâchez pas votre bon travail, puis vous bonne méritez chance. tout ce qui vous arrive. Thank you, Merci man. beaucoup. Bonne chance dans tes projets. Lâche pas ça. À bientôt. Ciao. Salut, bye-bye. Bye-bye.